Le delta Kovar est donc représenté par la formule ci-dessous. Elle nous montre ce qu'il se passe quand une institution passe d'une situation normale, donc qui est ici représentée par la situation médiane, à une situation de crise. Donc cela correspond au changement de la perte maximum pour l'institution J lorsque l'institution I passe d'une situation normale à une situation de crise. Donc lorsque J représente le système financier, alors le delta Kovar nous donne une estimation de la contribution au risque systémique de l'institution I. Donc les approches globales telles que le delta Kovar, comme nous venons de le voir, ont cependant certains inconvénients. Le premier inconvénient est qu'elles ne sont pas complètement transparentes sur les causes de risque systémique. Le deuxième inconvénient est que cela peut paraître dangereux de baser les régulations sur les mesures globales sans avoir une compréhension claire du risque qu'elles capturent et de ceux qu'elles ignorent. Et le dernier inconvénient est que celles-ci sont fortement liées aux mesures de risque de marché. Alors ensuite, en ce qui concerne les régulations, alors en effet, il existe plusieurs régulations qui visent à réduire le risque systémique. Nous allons ici donc nous focaliser sur l'approche régulatoire, puisqu'en effet, comme dit précédemment, nous n'avons pas le temps de définir toutes les mesures qui sont mises en place. Alors l'approche régulatoire, nous pouvons la définir comme une méthode de score qui a été développée par le Basel Committee on Banking Supervision, la BCBS. Et cette méthode de score vise à agréger l'information de 5 caractéristiques des banques, à savoir de l'information sur sa taille, son activité interjuridictionnelle, sur son interconnectivité, sur sa complexité et enfin sur le manque de substituts pour les services proposés par celle-ci. L'objectif ici est de ne pas favoriser une facette de risque systémique en particulier. Dès lors, la BCBS va donner la même importance à chacune de ces 5 caractéristiques. Cette méthode est également utilisée pour identifier les SIFI, donc à savoir les Systemically Important Financial Institutions, et les placer donc dans différents compartiments. Alors, donc, comment fonctionne l'approche régulatoire? Nous allons tout d'abord supposer que chaque banque I, en sachant qu'il y a un nombre n de banques dans le système, est caractérisée par K caractéristiques, notées donc de XI1 jusqu'à XIK. Le score de risque systémique par la banque I, noté donc dans ce cas-ci SI, a donc être calculé en faisant la moyenne de ces 5 caractéristiques, comme nous pouvons le voir sur la première formule, en sachant que le XIJ est égal à la deuxième formule mise sur ce slide, et donc ce XIJ correspond à la valeur relative en pourcentage de la caractéristique J pour la banque I. Cependant, il y a un résultat qui n'est pas désiré par cette méthode. C'est que le risque systémique va être mécaniquement dominé par les caractéristiques les plus volatiles. En effet, la moyenne va être influencée par les valeurs extrêmes. De la sorte, le classement des banques ainsi que le capital supplémentaire à détenir afin donc de diminuer la possibilité et la probabilité de risque systémique va être déterminé par un sous-ensemble de variables seulement, celles les plus volatiles. Une solution est mise en place pour corriger ce biais et elle consiste en la standardisation des caractéristiques du score par leur volatilité. Donc en effet, nous allons donc standardiser et donc diviser par l'écart type de l'input J. En ce qui concerne la validation, nous venons donc de voir qu'il existe un grand nombre de mesures différentes du risque systémique et que donc les régulateurs et les utilisateurs de ces mesures ont besoin de guides pour savoir laquelle d'entre elles est la plus adaptée à leurs objectifs. Mais pour l'instant, seuls quelques articles analysent les propriétés souhaitables qu'une bonne mesure de risque systémique devrait respecter. Et donc, ensuite, pour qu'une mesure de risque systémique devienne un standard d'industrie, cela requiert une validation empirique. Et il n'y a pas de consensus pour le moment, et plusieurs approches ont été suivies dans la littérature académique. Nous pouvons donc conclure qu'il existe en effet un bon nombre de mesures différentes du risque systémique, mais qu'aucune d'entre elles n'est pour l'instant devenue un standard d'industrie, car en effet,
Pour cela, la validation empirique d'une de ces méthodes serait nécessaire, mais pour l'instant, chaque régulateur et utilisateur prend en compte celle qui lui convient le mieux, donc qui convient le mieux à ses objectifs, et aucune n'est considérée comme meilleure que les autres. Nous pouvons donc conclure, premièrement, que l'étude sur le risque systémique progresse, mais qu'il reste encore beaucoup à faire. Cependant, cette étude peut quand même servir pour les développements futurs. Deuxièmement, nous pouvons également conclure que la mesure est une question importante pour les décideurs, car en effet, ceux-ci recherchent des outils pour suivre l'accumulation des risques et quantifier les externalités négatives imposées par les institutions systémiques sur l'ensemble du système. Il y a pour l'instant beaucoup de méthodologies disponibles pour identifier les différentes sources de risques systémiques. Et cependant, ce qui est moins clair, c'est de savoir comment lier les mesures produites par ces outils aux interventions réglementaires. Donc des modèles plus structurels associant des estimations de risques à des objectifs politiques bien définis et à des outils disponibles seraient donc utiles aux régulateurs. Ensuite, sur base de cet article, nous pouvons également conclure que les mécanismes économiques conduisant au risque systémique ont fait l'objet de recherches encore plus longues, ce qui nous permet donc de bien comprendre où se situe le risque. Et finalement, nous pouvons également conclure que la question d'une mesure globale du risque, qui engloberait différentes sources de risque systémique, tout en produisant une mesure unique directement utilisable pour la réglementation, est toujours en cours. Cependant, nous avons des raisons de rester optimistes à mesure que davantage de données deviennent disponibles, avec une meilleure qualité, une fréquence plus élevée et une portée plus large. Maintenant, en ce qui concerne les critiques vis-à-vis de cet article, la première critique serait que, bien que les auteurs de l'article essayent d'être aussi exhaustifs que possible dans cette enquête, cela revient nécessairement à ne pas rendre justice à un axe de recherche particulier. Par exemple, les chercheurs travaillant sur des bancs bancaires, des réseaux interbancaires ou des macrofinances peuvent estimer que les auteurs ne fournissent pas une couverture exhaustive de leur domaine de recherche. Même si lorsque cela est possible, les auteurs orientent le lecteur vers des enquêtes plus spécialisées. Ensuite, la deuxième critique serait que nous pouvons mentionner le fait que les auteurs donnent toutes les différentes mesures qu'il existe en matière de risque systémique, afin d'être le plus exhaustif possible, comme je viens de l'expliquer. Cependant, au vu du nombre important de mesures citées, les auteurs n'ont pas su les décrire et les expliquer de manière approfondie. Donc il est donc difficile pour le lecteur de pouvoir bien comprendre tous ces modèles. Nous pensons donc que pour être le plus clair possible, les auteurs auraient pu se limiter à un nombre moins important de modèles, ce qui leur aurait permis de prendre le temps et la place nécessaire pour les expliquer en profondeur. Et la dernière critique est que nous pouvons également dire que les auteurs tentent de faire une étude complète sur le risque systémique en définissant ce risque, en donnant des modèles pour le mesurer et en essayant de valider oui ou non ces mesures. Cependant, les auteurs n'arborent pas un point qui nous semble important. Et ce point est: quel est l'impact d'un tel risque sur le bien-être social? En effet, ce risque a des effets sur le système financier, mais a aussi des effets sur la population. Afin de vraiment réaliser une étude complète sur le risque systémique, nous pensons qu'il aurait été important d'arborer cet aspect. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation, donc merci pour votre écoute.